Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, vote dimanche 27 décembre en Centrafrique malgré l'offensive d'une nouvelle rébellion. Double scrutin présidentiel et législatif sous haute tension. Seule une partie des électeurs a pu se rendre aux urnes. Élection également au Niger où l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Du focus dans ce journal sur les licences d'entraîneurs, mesure adoptée par la Confédération africaine de football. Quel impact, quel changement, le décryptage à suivre dans ce journal. Un dimanche en Centrafrique marqué par les élections, mais le choix d'un président et des députés s'est fait dans un contexte marqué par une pression des groupes armés, même si à Bangui, la capitale, et dans quelques autres grandes villes également, le vote a pu se dérouler dans le calme. Les résultats provisoires sont attendus le 4 janvier. Reportage de notre envoyé spécial en Centrafrique, Thierry Ndassa. Dans la capitale centrafricaine, les Banguissois se sont rendus dans les bureaux de vote ce 27 décembre. Plus de 10 000 casques bleus ont été déployés pour garantir la sécurité de ce scrutin. L'opposant Martin Ziguélé déplore que dans certaines parties du pays, les Centrafricains ne soient pas en mesure de voter. Le choix du vote, selon lui, consiste avant tout à dire non à la prise du pouvoir par les armes dans son pays. Même ma localité d'origine où je suis député ne vote pas. C'est pour vous dire. C'est une situation préoccupante, mais qui aurait pu être anticipée, parce qu'on nous a annoncé un plan de sécurisation des élections. On nous a fait beaucoup de discours là-dessus, et vous voyez au résultat, chaque fois qu'il y a un coup de feu dans une ville, la population disparaît et il n'y a pas d'élection. Le président de l'Union pour le renouveau de la Centrafrique, Anissé Georges Dologuélé, s'est lui aussi rendu dans son bureau de vote. Membre de la coalition de l'opposition démocratique de François Bozizé, le candidat de l'URCA appelle les militants du Nkwa à lui accorder le soutien promis par le chef du parti, François Bozizé. Quand nous avons vu se développer cette insécurité, nous nous sommes dit il ne faut pas priver les Centrafricains du droit de vote. Il faut d'abord que le chef d'État discute avec ceux qui prennent des armes pour réussir à calmer la situation, pour permettre à chaque citoyen d'aller exercer son droit de vote. Vous savez comment le chef d'État réagit. Quand Dologuélé dit une chose, il faut que rigoureusement il fasse l'inverse, même si c'est pour le bien des Centrafricains. Donc il a fait l'inverse. Et puis voilà, plus de la moitié des Centrafricains, je dirais même les 3/4 des villes centrafricaines n'ont pas voté. Selon les observateurs présents à Bangui, plus de 30 millions d'euros ont été alloués par l'Union européenne pour la tenue de ces élections. Alors que les Banguissois se rendaient dans leur bureau de vote, certaines localités du pays ont été le théâtre d'affrontements armés. Dans ce pays, aux 2/3 sous la coupe de groupes armés, le vote ne s'est pas tenu à Bambari, à Ipi ou encore dans la ville de Bria où des tirs d'armes automatiques ont été entendus dimanche. Un dimanche électoral également au Niger où 7,5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, là aussi pour un double scrutin, la présidentielle et les législatives. 30 candidats étaient en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les premières estimations sont attendues ce lundi et les résultats devraient intervenir mercredi ou jeudi. Reportage Oliva Diacotan avec les commentaires de la rédaction. Au Niger, quelques 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 27 décembre 2020 pour choisir leur futur président. Ici, dans ce centre de Yantala, quartier populaire de Niamey, les opérations de vote ont débuté avec un retard de 30 minutes. Voilà, j'attendais ça depuis. C'est pas aujourd'hui, j'attends ça depuis. Oui. Maintenant que j'ai voté, vraiment, je suis à l'aise. Et je rentre à la maison, toute la famille va venir voter, Inch'Allah. Je souhaite que Dieu va nous amener un bon président qui va nous enlever dans cette situation qu'on est dedans. Aujourd'hui, je suis venu voter pour être citoyen nigérien. Je veux un changement dans mon pays. Outre le retard observé dans le démarrage dans les 7 bureaux de vote du centre, d'autres défis se sont présentés aux membres de la Commission électorale nationale indépendante.
Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent qu'ils se sont fait enrôler à Zender, Tawa et autres, et ils veulent voter ici à Niamey. Il y a d'autres, ils viennent avec les cartes, peut-être d'autres viennent avec des cartes, ils disent c'est pour leur femme et le malade, d'autres viennent avec des cartes, ils disent c'est pour mon frère, il a eu accident, des trucs comme ça, ils veulent voter. Vous comprenez? Et ça, c'est des trucs qu'il faut éviter. En plus du premier tour de la présidentielle, 48 formations politiques étaient en lice pour les législatives. La campagne électorale en partie suspendue en Ouganda. 11 districts sont concernés, dont Luero, Kampala et Tororo. Décision de la commission électorale qui dit suivre les recommandations du ministère de la Santé. Ministère qui signale une recrudescence des cas de Covid-19. Cette suspension intervient près de 3 semaines avant le scrutin présidentiel et les élections législatives prévues le 14 janvier. Le président congolais est à la recherche d'une nouvelle majorité parlementaire et pour cause. Il y a quelques jours, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé la fin de la coalition FCC-Cash, fin de l'accord de coalition conclu en 2019 avec la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, des alliés d'hier, devenus aujourd'hui rivaux. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, 2020 était la deuxième année d'une difficile expérience de gouvernance entre les Front commun pour le Congo de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila et le Cap pour le changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Face au constat d'échec, le chef de l'État congolais a décidé de rompre avec son allié avec l'ambition de reconstituer une nouvelle majorité. La coalition FCC-Cash avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Quelque temps seulement après la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi, les deux familles politiques n'ont cessé de s'accuser des blocages constatés dans la gestion du pays. Le chef de l'État, doutant de la majorité revendiquée par le FCC, avait alors engagé des consultations en vue de constituer autour de lui une nouvelle majorité. Il avait annoncé que cette année sera une année de l'action 2020. Il a posé ses actions en rompant cette coalition qui l'empêchait de mettre en œuvre son programme de gouvernance pour le pays. Nous sommes avec lui dans l'union sacrée et nous sensibilisons par la même occasion tous les fils et filles du pays que nous ne puissions oublier nos partis politiques, mais plutôt nous concentrer sur l'avenir de la nation et l'avenir de l'Afrique. Donc c'est un exemple au niveau africain que le président a donné un ton qu'il est capable de s'arrêter dans son confort pour écouter sa population. La fin de la coalition, précédée par la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda et son bureau, marque beaucoup cette année qui s'achève. Pour l'opinion, l'année 2021 qui va commencer sera alors un vrai test de l'efficacité de l'action du chef de l'État qui, débarrassé du Front commun pour le Congo, n'aura plus d'excuses. L'économie mondiale à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles aux conséquences incertaines. Beaucoup d'économies sont en chute libre, entraînant une forte hausse du chômage. C'est le cas notamment au Tchad, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Marie-Raphaël Antolo. Au Tchad, la pandémie de Covid-19 est venue accentuer la situation sociale des jeunes déjà précaires à cause de la crise économique et sociale que traverse le pays depuis plusieurs années. Selon la Confédération libre des travailleurs du Tchad, plus de la moitié des jeunes œuvrant pour la plupart dans l'informel ont perdu leur emploi ou leur affaire à cause des mesures restrictives des autorités pour prévenir et lutter contre la pandémie. Une situation qui inquiète les acteurs du monde du travail qui estiment que ce phénomène est une bombe sociale à retardement. 90% des travailleurs sont dans le secteur informel. La plupart ont perdu déjà leur emploi. Dans le secteur formel, nous avons les travailleurs dans le secteur de tôlerie qui ont perdu leur emploi. C'est des services
de transport ont perdu leur emploi. Nous avons, aujourd'hui, le Tchad est un pays exportateur de pétrole dans les trucs extractifs. Dans le milieu du pétrole, les gens ont perdu leur emploi. Et les services, aujourd'hui, quand vous prenez les gens de gardiennage, tous ces problèmes-là, tous ces travailleurs-là, les employeurs les ont mis en chômage. Ils appellent chômage économique, mais nous disons non, ce n'est pas économique. C'est un problème qui est dû au coronavirus. Pour atténuer ce phénomène, le gouvernement a lancé plusieurs programmes de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi en milieu urbain comme rural pour sortir un grand nombre des jeunes de la précarité. Bien que les retombées de ces initiatives tardent à satisfaire les bénéficiaires de plus en plus impatients, les autorités annoncent une perspective favorable pour la situation sociale des jeunes. De nos jours, aux sorties des écoles de formation et des universités, beaucoup de jeunes diplômés ne savent comment chercher de l'emploi, et ce qui fait que le taux de chômage s'accentue de manière exponentielle. Pour combler ces déficits extrêmement importants, le ministère de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, a mis en place des programmes et stratégies pour faciliter l'insertion des jeunes dans la vie active. L'emploi des jeunes est un processus qui commence dès la formation jusqu'à l'insertion effective. Pour rappel, le gouvernement a lancé en juin 2020 un fonds de 30 milliards de francs CFA dédié à l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs périns et porteurs de croissance comme l'élevage, l'agriculture, l'énergie et les nouvelles technologies. Une initiative qui permet de financer à 100% les projets des jeunes par les banques avec une garantie de l'État autour de 70%. La Confédération africaine de football passe de plus en plus au crible les aspects clés du football continental. Cela aboutit à plusieurs mesures. La dernière en date concerne la mise en place d'un système de licence qui vise à améliorer le volet technique. Et cela doit passer notamment par le niveau de qualification des entraîneurs. José Douglas. Une véritable révolution qui peut favoriser les techniciens locaux. Elle concerne les aspects clés du football continental pour donner une impulsion qualitative et particulièrement au volet technique pour les entraîneurs. Il s'agit d'élever le niveau des entraîneurs locaux afin qu'ils assurent des entraînements de meilleure qualité pour les clubs africains. Cette mesure devrait privilégier le choix des entraîneurs qualifiés pour assumer des responsabilités. Les présidents des clubs auront plus confiance en eux et il sera plus évident d'engager un technicien local plutôt que d'aller en chercher ailleurs. 21 entraîneurs, dont des Africains, des Européens et des Brésiliens, ont été déclarés inaptes à s'asseoir sur le banc pour diriger une équipe engagée dans les compétitions de clubs de la CAF cette saison, car ils ne détiennent pas la licence d'entraîneur appropriée. La Confédération africaine de football a relevé son niveau d'exigence pour être admis sur le banc des clubs. Dans les saisons à venir, à travers le système de licence des clubs, la CAF formulera de nouvelles exigences pour tout le personnel technique des clubs, à savoir l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens de but, les préparateurs physiques, ainsi que les entraîneurs des jeunes catégories pour une certification standard dans tout le continent. Pour la saison interclub de la CAF 2020-2021, tous les clubs devaient s'assurer que leur entraîneur principal respecte ces exigences de licence. Tous les entraîneurs principaux des clubs engagés dans la Ligue des champions de la CAF Total et l'édition de la Coupe de la Confédération de la CAF Total 2020-2021 doivent obligatoirement avoir la licence d'entraîneur CAF A. Un mot de football encore avant de refermer cette édition. Sur le Mondial 2023, le continent africain disposera désormais de 4 représentants directs en phase finale de la Coupe du monde féminine. C'est ce qu'a déclaré le bureau du Conseil de la Fédération internationale de football. Auparavant, le nombre de représentants africains était de 3. Pour rappel, l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria représentaient l'Afrique lors du dernier mondial féminin en 2019 en France. L'édition 2023 aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.